20h31 précisément sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 2 jours après sa mort à Téhéran dans une frappe imputée à Israël, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été enterré aujourd'hui au Qatar, où il vivait en exil. Son assassinat a suscité des appels à la vengeance. Le Hamas a appelé une journée de colère. On fait le point avec Matteo Sierravino. À Doha, des prières et une colère froide pour l'enterrement d'Ismail Haniyeh. Des milliers de fidèles se sont réunis en mémoire du chef politique du Hamas. Tué en Iran dans une frappe imputée à Israël, il vivait en exil au Qatar. La veille de la mort d'Ismail Haniyeh, c'est le chef militaire du Hezbollah qui meurt à Beyrouth. L'assassinat est revendiqué par Israël. Depuis, une odeur de poudre s'est emparée du Proche-Orient. Le chef du mouvement chiite libanais, Hassan Nasrallah, a promis une riposte inéluctable. Vous n'avez pas conscience des lignes rouges que vous avez franchies, du type d'agression que vous avez commise et de jusqu'où vous êtes allé. Nous cherchons une vraie riposte, pas une riposte superficielle. Tandis que le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a donné l'ordre de frapper directement Israël, selon le New York Times. Quant au Hamas, il a appelé une journée de colère ce vendredi. Une riposte annoncée qui menace de faire tomber le Proche-Orient dans un conflit généralisé à l'ensemble de la région. On va voir ce que ça donne, mais à l'évidence, pour l'Iran, ça ne suffira pas. Ils ont été, humiliés. Et il faut trouver le moyen à la fois de ne pas perdre la face et en même temps de ne pas, mettre en péril ce pouvoir. À Tel Aviv, cette riposte annoncée inquiète les Israéliens. Ils craignent des représailles menées directement sur les otages du Hamas en captivité depuis 300 jours. Tout d'abord, c'est un mélange d'émotions. Comme tous les Israéliens, nous sommes très heureux que le responsable du massacre du 7 octobre ne soit plus parmi nous. D'un autre côté, cela pourrait nuire à un accord de paix. Certains disent que cela pourrait accélérer le processus parce que le Hamas est maintenant sous pression. D'autres disent le contraire, nous n'en savons rien. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi que son pays est à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. La France a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays le plus tôt possible. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a demandé le renforcement immédiat de la sécurité de la communauté juive en France. Et dans ce contexte de risque aggravé et d'escalade militaire entre Israël et Téhéran, la France appelle ses ressortissants de passage en Iran à, je cite, quitter le pays au plus tôt, annonce du Quai d'Orsay qui rappelle que l'ensemble du territoire iranien est placé en rouge sur la carte des conseils aux voyageurs. On continue d'en parler avec nos invités. Didier Idjaïdi, sociologue universitaire et exilé politique iranien. Et puis vous, Manaz Shirali, vous êtes aussi sociologue et politologue et spécialiste de l'Iran. Israël, en fait, cherche un prétexte pour faire entrer en guerre l'Iran à travers ces attaques très ciblées. Ce n'est pas que Israël cherche un prétexte, parce que ça fait des années que l'Iran continue à menacer Israël à travers ses proxys. Israël veut clarifier la situation. Et il veut que les choses soient claires, que la République islamique prenne des positions. Et la République islamique ne veut en aucun cas entrer en guerre. La République islamique veut continuer à nuire d'une manière indirecte, comme elle l'a fait pendant 40 ans, depuis les 40 dernières années. Et là, cette situation est invivable pour les Israéliens. Donc, une guerre vraie entre l'Iran et Israël, ça sera beaucoup plus intéressant pour les Israéliens, intéressant soi-disant, que cette nuisance systématique à travers les proxys que la République islamique est en train de manigancer systématiquement. C'est la raison pour laquelle les Israéliens doivent infliger une si grande humiliation à travers l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran. C'était une très grande humiliation infligée aux dirigeants de la République islamique qui n'ont pas réussi à protéger leur invité spécial. C'est un échec des renseignements iraniens. C'est pire qu'un échec. C'est une immense humiliation que la République islamique n'a jamais essuyée jusqu'à cette heure de son histoire. L'idée, c'est également, Didier Idjaïdi, de décrédibiliser l'Iran auprès de ses partenaires historiques comme le Hamas et le Hezbollah. Certainement, je pense que dans la logique israélienne, c'est également ça. Mais ne pas oublier qu'effectivement, depuis 45 ans,
le régime iranien est un régime antisémite, est un régime anti-juif, là. Ça fait partie de sa fondation idéologique religieuse, si vous voulez, là. Et pour cela, effectivement, dans cette région du Moyen-Orient, en 1982, ils ont créé, effectivement, Hezbollah. Hezbollah existe grâce, effectivement, à l'effort du régime iranien. Effort militaire, financier et tout. Et ensuite, effectivement, les autres réseaux, tels que Hamas, malgré le côté, disons, non chiite, effectivement, car ils ont des stratégies communes, si vous voulez. Et donc, ce groupe terroriste cherche effectivement à anéantir Israël, mais également le régime iranien également. Ils ont dit à plusieurs reprises, si vous voulez, que Israël, c'est une sorte de cancer. Il faut enlever. Ça a été dit. Ils n'ont jamais caché cela. Et que par conséquent, le régime iranien, malgré, bien évidemment, cet effort dans la création de ces réseaux-là, mais aujourd'hui, puisque ces réseaux terroristes constatent, comme Hamas, qu'effectivement, son dirigeant a été assassiné à Téhéran. Donc, une partie de l'opinion publique arabe est en train de s'interroger, est-ce qu'éventuellement le régime iranien lui-même n'a pas été impliqué également dans cet assassinat? Donc effectivement, je pense que tous ces, disons, réseaux terroristes cherchent à savoir aujourd'hui que oui, le régime iranien est un allié essentiel et stratégique, mais peut-être que certains d'entre eux, comme Hamas, doivent avoir une autre stratégie au niveau des pays arabes. Le risque également pour l'Iran, c'est que si elle entre en guerre contre Israël, les États-Unis vont s'en mêler également, mais comme soutien à Israël. Et surtout, il ne faut pas oublier que la République islamique n'a pas le soutien de son peuple. Comment un pays qui est complètement désavoué par sa propre population pourrait faire une guerre contre un autre pays? C'est impossible. Il est bourré d'espions à l'intérieur. Ses services secrets sont complètement infiltrés par les espions de tous bords. Et de l'autre côté, les Iraniens ne soutiennent pas la République islamique. C'est la raison pour laquelle ce régime n'a pas la capacité d'entrer en guerre. Cet assassinat a eu lieu pendant l'investiture du nouveau président iranien. On sent qu'il y a une sorte de préparation d'Israël. C'est fait exprès pour montrer que même quand il se passe des choses très importantes en Iran, l'Iran n'est pas capable de se défendre. Vous savez, Israël pouvait facilement tuer Haniyeh quand il était au Qatar, quand il était au Liban. C'était très facile, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait. Il y avait un accord quand même entre le Qatar et Israël, un accord... implicite. Ils l'ont fait quand il était à Téhéran, au cœur même de Téhéran. Ainsi, ils ont fait d'une pierre deux coups, parce qu'en tuant Haniyeh, ils ont tué les bras de proxy de la République islamique. Tous ces groupes proxy qui soutenaient l'Iran, la République islamique, des pays arabes, des groupes paramilitaires qui soutenaient la République islamique, comme mon collègue l'a très très bien dit, là, ils se méfient de la République islamique parce qu'ils pensent que les dirigeants de la République islamique étaient impliqués dans cet assassinat. Est-ce qu'en tuant Haniyeh, ils ont aussi tué un espoir de trêve, en fait? Parce qu'Haniyeh était très impliqué quand même dans les négociations, notamment avec ses alliés du Qatar. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces négociations sont elles aussi enterrées? Je ne pense pas, car de toute façon, il va y avoir des efforts de la part donc, des pays arabes, mais également des milieux occidentaux, à ce qu'il y ait effectivement une certaine discussion, un certain dialogue, si vous voulez, là. Mais aujourd'hui, puisqu'on parlait donc de Esmaïl Haniyeh comme le dirigeant politique de ce mouvement-là, par rapport à des dirigeants qui sont militaires, là. Et ils ont assassiné des dirigeants politiques, mais également des dirigeants militaires. Ils ont fait d'une pierre deux coups, pour le coup. Absolument. Mais malgré les nuances qui peuvent exister, en dernière analyse, en quoi ça change? Ça change quoi? Rien. Lui, également, il est à la tête d'un grand réseau terroriste, effectivement, qui est une des causes donc, de la perturbation au Moyen-Orient, si vous voulez, là. Et que par conséquent, le régime iranien, malgré aujourd'hui, cherche à avoir des échanges, de la négociation avec l'Occident. On dit qu'effectivement, ce soi-disant, le nouveau président entre guillemets, réformateur, va ouvrir la situation, disons, d'ouverture, etc. Tout ça, c'est
du mensonge également. Pourquoi? C'est parce que, en dernière analyse, c'est Khamenei qui décide de tout. Faut-il fermer? Faut-il ouvrir? C'est lui qui décide. Et donc aujourd'hui, il est pour une certaine ouverture, Khamenei, mais néanmoins, il doit absolument montrer aux Iraniens, qui sont en grande majorité contre lui, qu'il y a toujours un ennemi à l'étranger là. L'ennemi, c'est Israël, pour pouvoir les mobiliser contre l'ennemi extérieur là. Mais sur ce point-là également, il se trouve aujourd'hui en situation d'échec, car la grande partie de la population iranienne vraiment ne suit pas le régime concernant sa stratégie moyen-orientale. Est-ce que si l'Iran est affaibli, le Hamas et aussi le Hezbollah est en perte de vitesse? Est-ce que c'est un coup dur aussi pour ces deux mouvements islamistes? Absolument, c'est leur parrain financier, leur parrain militaire, leur parrain idéologique. Et je pense qu'en coupant le lien entre le Hezbollah et le Hamas et la République islamique, ils ont réussi, les Israéliens, ils ont réussi à couper les bras armés de la République islamique dans la région. Donc, c'est une grande réussite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et nous avoir éclairés sur cette situation au Proche-Orient.